Dans ce podcast, on est avec un ingénieur qui a envoyé des ballons et des objets dans l'espace extraits. J'ai fait un stage en Afrique du Sud, en deuxième année, où là-bas, on a construit un oiseau mécanique. En 6 mois, on a construit un avion électrique pour cette start-up. Et moi, j'étais en charge de concevoir le réacteur de l'avion. Je me disais, je ne vais pas construire une fusée directe, parce que c'est beaucoup trop compliqué en fait. Et au bout d'un mois de la création de l'entreprise, il y a Warner qui m'appelle. Il me demande est-ce que ça te dirait d'envoyer le CD de 7 jours dans l'espace. Je dis ah oui, oui, ça me dit et tout. Et on se dit ok, on va créer une boîte qui va créer des ballons dirigeables pour limiter les départs de feux de forêt. C'est simple, soit on signe ce contrat-là, soit on arrête la boîte. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a toujours des investisseurs. Et donc en fait, maintenant j'y vais vraiment en mode je dis ce que je pense, et puis si t'es pas d'accord, m'en fous. Et en fait, les investisseurs sont beaucoup plus sympas depuis que je fais ça. On a failli se faire arnaquer des dizaines de fois par des investisseurs. Et donc, il faut faire très attention. J'étais à un salon, je parle à un gars et en 5 minutes, le gars il fait « Ok, je vais investir 20 000 euros ». Guilain, il a un parcours particulier puisqu'il a envoyé des ballons d'hélium, des objets dans la stratosphère, tout ça à la sortie de l'école. Il a ensuite créé son entreprise, sa start-up, avec un de ses collègues avec qui il avait créé un oiseau mécanique. Leur but, c'était de prévenir les risques et de contribuer à rendre le monde meilleur avec un ballon dirigeable qui permettait d'observer les départs de feux de forêt et aider les pompiers. Il y a eu pas mal de retournements de situation. Il est en train d'installer un ballon pour la sécurité d'une des plus grandes centrales nucléaires d'Europe. On va donc parler de toute son expérience professionnelle avec lui, mais aussi des levées de fonds. Ça, c'est à la fin du podcast parce qu'il a rencontré plus de 600 investisseurs pour investir dans sa startup. Il partage ce qu'il a appris, les conseils pour d'autres ingénieurs. Si toi, tu dois passer par là, si tu veux monter ta startup et que tu veux juste comprendre comment ça marche, voilà, un retour concret, pratique. Il esquive aucune question. C'était un plaisir de parler avec Guilain. On était accueillis par les équipes de Embodme dans une startup à Paris. Un grand merci à eux pour avoir prêté les locaux. Je mets à l'écran ce qu'ils font. Ce sont des objets assez cool si vous voulez chercher et regarder ce qu'ils font. Et enfin, tous les liens dont nous parlons avec Guilain sont en description. On est parti. Comment tu étais à 17 ans à peu près? C'est marrant que tu poses cette question parce que moi, quand j'étais à l'école, notamment au lycée, je galérais vraiment à l'école. Genre, j'ai failli redoubler ma première tellement j'étais pas très bon, tu vois. Et donc, j'étais là, je savais pas trop où j'allais. J'avais un rêve en tête qui était de devenir ingénieur dans l'aérospatial, tu vois. Mais je savais pas exactement quel était le chemin, etc. Je savais pas, j'avais pas trop d'inspiration vers où aller. Et donc, j'étais pas vraiment l'un des meilleurs élèves. Et en première, je me suis dit, OK, si je veux atteindre cet objectif, il va falloir que je commence vraiment à travailler. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience que je vais travailler de manière beaucoup plus intense. Il n'y avait pas de modèle autour de toi, des personnes, enfin dans ta famille, il n'y avait pas d'ingénieur non plus? Alors, mon père est ingénieur, mais il n'est pas vraiment devenu ingénieur par les études. Il est devenu ingénieur en montant, tu sais, dans la hiérarchie, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup plus Ouais. qu'à l'heure actuelle. On appelle ça la validation des acquis et après tu peux avoir Ouais, des... c'est ça, exactement. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, c'était compliqué pour ma famille au sens large de rêver de ça, parce que mes deux parents sont issus du monde de l'agriculture. Ils sont fils d'agriculteurs, etc. Ils n'ont pas fait d'études. Ma mère était mère au foyer, etc. Donc, c'était assez difficile dans ma famille en général. Et tous mes cousins, tout ça, etc., ils sont agriculteurs. Et c'est assez difficile pour eux de rêver grandes études, etc. Donc, j'avais pas du tout le schéma et c'était même, en fait, tu veux faire ça, mais c'est impossible, tu vois. C'est pas possible, c'est Ah, inatteignable. ah ouais, genre il y Ouais, a... Enfin, exactement, ouais. parce qu'il y a pas une question de niveau, de ressources. Bah, c'était un peu tout, tu vois, genre pour eux, bah, déjà c'était d'autres schémas à l'époque, des schémas où bah, tu n'avais pas forcément besoin de faire grande étude pour faire quelque chose qui te plaisait, pour avoir une famille, etc. Et c'était impossible parce que intellectuellement, tu venais pas de ce monde-là, tu vois. Pour eux, dans leur imaginaire, c'était pour arriver à faire ce genre d'études-là, il fallait venir de famille privilégiée, etc. Donc ouais, en fait, tu avais une espèce d'atmosphère où tu sentais que c'était très compliqué. Et pour autant, tu vois, mes sœurs et moi, on a fait des grandes études. Mes sœurs ont fait du droit et moi de l'ingénierie, tu vois. Et donc tu as 17 ans, t'as près de 17 ans, tu as ta première que tu as failli redoubler. Mhm. Tu te dis, il faut vraiment que je bosse. Mhm. Comment ça se passe après ça, en travaillant, tu as réussi à intégrer peut-être une... Enfin, comment ça s'est passé l'après-terminale, vu que tu n'avais pas forcément cette visibilité, que les plans n'étaient pas relativement définis pour toi?
Alors, en terminale, je me prends vraiment de passion pour les maths et la physique. Enfin, j'ai toujours aimé ça, mais avant, tu sais, je travaillais vraiment le strict minimum, quoi. Et je me dis, en sortie de terminale, j'ai envie de faire, comme je le disais, ingénieur, donc comment on fait? Et je commence à réfléchir, et je vois que pour faire ça, il faut faire prépa. Donc je regarde, le prépa intégré, c'était mort, parce que comme je disais, bah, mes résultats n'étaient pas suffisamment bons. Et tu sais, il faut des très bons résultats dans entrer dans la prépa intégrée. Et donc je cherche une prépa, et je rentre dans une petite prépa qui était à Saint-Nazaire. Et je travaille comme un malade, mais j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Tu vois, je faisais 8h, 23h tous les jours pendant 2 ans en sup et après en spé et même le week-end. Et donc je travaille énormément et je finis par devenir quasiment le majorant des matières en prépa. Donc j'étais trop content. Enfin, je pensais pas être capable de faire ça, tu vois. Et beaucoup de croyances limitantes aussi. Et donc je travaille et je passe mes premiers concours. Ça se passe relativement bien. Et donc j'ai pas les écoles que je veux parce que je visais super-héros. Je sais pas si tu connais, mais c'est une école, la meilleure école Oui, à d'aérospatiale. Toulouse. À Toulouse, ouais, exactement. Et je me dis, bon, autant tester de faire une troisième année en 5,5 et puis tout tester pour essayer de tout casser et rentrer dans cette école. Et je me dis, par contre, je vais pas rester dans cette petite prépa, je vais essayer de me challenger et d'aller dans une prépa un peu plus complexe et dure. Et donc là, je suis rentré à Clémenceau l'année d'après, en 5,5, en PC étoile. Donc étoile, tu sais, c'est encore plus dur que les prépas. Et donc j'arrive là-bas et je me rends compte que là, c'est vraiment dur. Là, j'ai compris ce que c'était la difficulté. J'étais avec des gens, franchement, ils étaient. Enfin, j'arrivais pas à comprendre comment ils étaient capables de réfléchir si vite. C'était assez impressionnant. Et pour autant, bah, j'ai travaillé extrêmement durement. Et j'étais dans le dernier, dans les derniers, tu vois, de la classe. Mais par contre, en termes d'apprentissage, c'était monstrueux parce que tu connais la phrase est-ce qu'il vaut mieux être entouré de gens moins bons et être le meilleur ou être moins bon entouré des meilleurs? Et en fait, quand tu es entouré des meilleurs, tu te rends compte que sur le coup, c'est dur. Mais quand tu sors de cette atmosphère, tu as appris une infinité de choses. Et ça t'a appris à réfléchir beaucoup plus vite, etc. Et après, je sais pas si tu veux que je continue Mais sur si, les la suite. concours, alors, est-ce que tu as réussi? Comment se sont passés les concours et... Alors du coup, je fais les concours. J'ai réussi à... J'ai pas fait beaucoup mieux que l'année d'avant, tu vois. Mais sur le total, j'ai fait des performances enfin, vraiment incroyables. Sachant que j'ai majoré un concours qui est E3A Ouais, en physique, juste dans une matière, hein. mais incroyable. Mais quand même fou, tu vois. Je pensais pas que ça serait faisable. Après, les euros, ça s'est bien passé aussi. Pareil, j'arrive à avoir des notes monstrueuses en maths et en physique, genre des 20, des 19, hein, vraiment trop fort. Et, mais au final, j'ai pris une école sur CCP qui s'appelle ISAE Supmeca. Et je suis rentré donc, à cette école qui est une école parisienne. Et ça s'est super bien passé. Et cette école avait quand même des options en aéronautique. Ouais, J'imagine que c'est pour c'est ça que tu ça, l'avais choisi. exactement. Parce qu'il y a, même s'il y a Super Héros et l'école qui est connue C'est pour ça. ça, il y a quand même plein d'autres écoles qui ont des spécialités et sur lesquelles, une fois que tu les fais et que tu continues à bosser beaucoup, que tu es passionné, tu peux ensuite faire n'importe quoi au final. Et tu n'as pas besoin d'avoir fait Super Héros pour travailler dans l'aéronautique. Bah, ce qui est fou maintenant, c'est que tu as des passerelles dans tous les sens. Et notamment, tu vois, avec mon école à Supmeca, tu avais la possibilité de faire un double diplôme à super-héros. Donc, dans tous les cas, en fait, ça, c'est un truc qu'on ne sait pas du tout quand on rentre en prépa, mais tu as tellement de passerelles que tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets. Bon, c'est pas ce que j'ai choisi de faire. Et ce qui est bien avec cette école aussi, c'est que tu as beaucoup de stages, donc ça te met beaucoup dans le monde du travail à Supmeca. Et donc, j'ai fait un stage en Afrique du Sud, en deuxième année, où là-bas, on a construit un oiseau mécanique, où c'était vraiment cool. Pourquoi un oiseau mécanique Parce qu'on pouvait, on était capable. En gros, c'était assez drôle parce que j'étais avec, on en parlera après, mais un très, très bon ami à moi, euh, avec qui je travaille maintenant. Et en fait, on s'est dit, on aimerait bien partir dans un pays. À la base, c'était le Vietnam. Et Pour voyager ouais, pour parler anglais, parce que moi, j'étais vraiment nul en anglais. C'est ça, justement, dans les concours qui m'a fait vraiment avoir
enfin vraiment pas surperformer, parce que dans les langues, je suis vraiment pas très bon. C'est comme je le disais, à l'école, à la base, j'avais des difficultés spécifiquement dans les langues, tu vois. Et ça a toujours été. Et, et donc, avec mon associé, le gars au Vietnam nous dit, qu'est-ce que vous voulez faire? On dit, bon, on va faire un oiseau mécanique. Il dit, ok, Mais vas-y, attends, c'est il chaud. vous dit qu'est-ce que vous voulez faire, vous n'arrivez pas comme ça en mode il y a un stage Si, et... si, je promets. Mais pourquoi ils prenaient des stagiaires? C'était quoi leur principe? C'était une grande entreprise qui prenait des C'est stagiaires sur le ça. concept? En gros, c'était un laboratoire qui était financé par Dassault et c'était pour faire de la recherche. Ah, et donc il y a des accords réguliers, donc des élèves qui... Ok. C'est ça, exactement. Et au Vietnam, on se dit on va faire ça, etc. En fait, il y a eu un couac avec l'école, on ne peut pas aller au Vietnam. Et notre école nous dit, bon, vous ne pouvez pas aller au Vietnam, mais ce qu'on vous propose, c'est d'aller en Afrique du Sud, si vous voulez. Donc il n'y avait pas de projet en Afrique du Sud, on fait, ok, bon, on va reprendre exactement ce projet-là, et on va le faire en Afrique du Sud. Et du coup, on a débarqué avec notre projet, et tout le monde nous prenait pour des fous, mais pourquoi vous faites ça? C'était trop drôle. Et du coup, sur CATIA, logiciel donc, de Dassault, et par des calculs, on a designé un oiseau mécanique capable de voler de manière autonome. On ne l'a pas fabriqué, mais on a tout mis en place pour qu'il soit capable de voler dans n'importe quelle condition. Tu vois. D'accord. Parce que là, on va quand même arriver à un moment donné où tu vas envoyer des choses dans l'espace. Donc, le premier stage commence un peu, ok, on met quelque chose dans l'air, enfin, on fait tous les plans. Et c'est quoi l'étape d'après qui fait que tu vas commencer à envoyer des trucs dans l'espace? Alors, après ça, l'Afrique du Sud, j'ai fait un double diplôme en Angleterre, dans une université qui s'appelle Cranfield University, qui est une école qui fait que des masters, mais c'est l'une des meilleures écoles d'aérospatiale d'Europe, avec Super Aero et KTH. Oui, j'ai fait mon double diplôme, mon échange universitaire là-bas. Donc tu connais bien. Donc à Cranfield, l'idée c'était, mon master c'était Aerospace Vehicle Design. Donc l'idée c'était de concevoir des véhicules dans le spatial pour différentes utilités. Et donc sur les premiers 6 mois, on a travaillé avec une start-up qui s'appelait Samad Aerospace à l'époque, je crois qu'ils ont changé de nom. Et pendant 6 mois, on a construit un avion électrique pour cette start-up. Et moi, j'étais en charge de concevoir le réacteur de l'avion. Donc, Ils ont confiance de laisser ça à un stagiaire ouais. quand même. Alors on va faire un avion, qui c'est qui s'occupe du réacteur? Le stagiaire, ouais, le stagiaire il est bien. C'est exactement ça. Et le pire, c'est qu'on était une classe de 80 et chacun avait une petite partie de l'avion. Ah, tu l'avion vois. qui va se cracher. Je suis désolé, mais ça fait penser à ça. Non, mais il a volé il y a quelques mois. Hein. Ah ouais, Ouais, je te promets. incroyable. Mais c'était il y a longtemps, ça fait 4 ans tu vois, qu'on a travaillé là-dessus. Après, ils prennent les résultats, mais ils le changent. Enfin, Oui, ils les font valider par le c'est stagiaire. ça, exactement, c'est ça. Mais en fait, ils faisaient ça parce qu'on ne coûtait pas cher. Bah oui, Et bien ils sûr. avaient tout compris. Ils ont payé l'école, ils nous payaient. Et franchement, honnêtement, on faisait du bon boulot. Hein. Pas tout le monde, mais il y en a pas mal qui faisaient du bon boulot. En vrai, j'en rigole là. Ça peut paraître un peu sur le ton de l'humour et du dénigrement, mais c'est pas du tout le cas parce que c'est un ingénieur qui sort d'école. Entre le moment où il est à la fin de son parcours, quasiment cette dernière année, ou même en année césure, et le moment où il va avoir 3 ans d'expérience, il n'y a pas de différence fondamentale sur la technique qu'il va connaître et les techniques qu'il va être capable de mettre en place. Il y a potentiellement des problèmes d'encadrement, et encore, hein, pas pour tous, il y en a qui sont extrêmement proactifs, qui peuvent le faire aussi bien avant qu'après. Et donc, prendre des stagiaires qui sont bons, bien entendu, tu ne vas pas prendre quelqu'un qui va tirer au flanc, qui veut juste ne rien faire, mais tu peux avoir des résultats vraiment extraordinaires tant que tu mets un bon encadrement ou que tu fais des double checks, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des très bons résultats. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais de pensée limitante. Je vois une pensée limitante que je vois beaucoup chez les stagiaires, c'est de penser qu'ils ne peuvent pas faire aussi bien qu'un ingénieur. Ouais. Et en fait, Ça, c'est pas vrai du tout. Ouais, carrément. Et j'encourage toute personne qui écoute à se dire non, t'es jeune et que tu as entre 20 et 22 ans et que tu es en école et que tu reprends, tu peux faire aussi bien si tu t'appliques, il faut peut-être un peu plus de temps. Tu n'as pas connaissance du monde du travail, des règles, mais en termes de technique, en tant qu'ingénieur, tu n'as rien à envier, surtout face à des gens qui ont 10 ou 20 ans d'expérience, qui eux ne font plus de technique depuis 5-10 ans. Et donc là, tu es limite meilleur qu'eux. Oui, parce que tu as les trucs mis à jour, etc. Après, tu as quand même moins d'expérience. Donc, Bien sûr. Il y a des erreurs qui sont classiques que tu ne connais pas, et c'est pour ça qu'avoir un bon encadrement te permet de mieux t'aiguiller, te diriger, pour que tu diriges tes efforts dans la bonne direction. Mais c'est pas s'il a volé, c'est qu'il y avait quand même une base qui était solide, a priori. Bon, après, ils ont fait des grosses modifications, mais... Ils ont changé le réacteur au hasard. Et en plus, c'est drôle parce que lors de la construction de cet avion, en gros, on avait un gros problème de poids.
Et parce qu'en fait, un avion électrique, c'est très compliqué. Les batteries à l'époque étaient encore moins bien que maintenant, donc c'était très compliqué. Donc je me mets devant toute la classe, devant 80 personnes. Il y avait à peu près, je sais pas, peut-être 40 nationalités différentes. Vraiment un mélange culturel assez fou. Et je dis devant tout le monde, bah en fait, le seul moyen qu'on ait de gagner du poids, c'est de supprimer ce que je fais, parce qu'en soi, ça sert à rien. Et en fait, la puissance des moteurs, on peut les mettre ailleurs, qui étaient sur les moteurs des ailes. Et là, il y a tout le monde qui rigole en disant, bah, il a raison, mais on ne peut pas lui supprimer son travail, tu vois. Ça, c'était assez marrant. Mais du coup, ouais, parce qu'en fait, tu avais deux moteurs sur l'avant des ailes, et moi, je m'occupais du moteur arrière. C'était aft propulsion. Et en fait, ce moteur-là, tu te rendais compte qu'il n'était pas vraiment utile parce que ceux qui étaient sur les ailes, ils avaient beaucoup plus de puissance. Et donc, en fait, tu absorbais que dalle en puissance sur l'arrière de. Et tu rajoutais du poids à l'arrière qui faisait que le... C'est ça, exactement. Donc, c'était pas forcément pertinent. Et, mais c'était assez drôle comme événement. Bon, j'ai quand même construit ce tracteur. Et donc, suite à ça, j'ai travaillé ensuite sur un sujet de mémoire, ça se fait beaucoup en Angleterre, sur ce qu'ils appellent une master thesis. Et mon sujet de master thesis, c'était comment envoyer des fusées dans l'espace avec des ballons stratosphériques. Ce qui était très cool aussi. Ok, donc là on commence. Donc là tu fais un mémoire où est-ce qu'il faut mettre en pratique encore à ce moment-là ou pas encore? Ou est-ce que c'est la théorie? Alors c'est 100% de la théorie, mais c'est beaucoup de calculs. Moi j'ai toujours été fasciné par les maths et la physique, donc dès qu'il y a des calculs, je suis comme un gosse. Et c'est vrai, c'est des calculs ultra poussés, parce que tu sais, il faut calculer l'angle quand tu lâches ta fusée, tu la mets en orbite, etc. À quel moment tu lâches ta fusée, est-ce que c'est plutôt à 30 km, 40 km? Et donc là, c'était vraiment, comme je disais, moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'envoyer des fusées dans l'espace. Et là, je le faisais, tu vois. Enfin, même si c'était théorique, je le faisais, tu vois. Et j'étais là, j'étais vraiment comme un gosse. Je travaillais le week-end et tout. Enfin, j'ai fait un travail de malade. Et le problème de ça, c'est que, en fait, dans l'ingénierie, souvent, tu es dans un environnement où tu fais beaucoup de théorique. Et il n'y a pas de pratique. Et moi, ça me frustrait beaucoup. Je me disais, mais en fait, Pardon. c'est assez frustrant de... T'inquiète. C'est assez frustrant de se dire que bah, on construit rien vraiment qui fonctionne, quoi. Et donc, sortie d'école, vu que je suis un peu fou comme gars, je me suis dit, ah, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de construire ça en vrai et de le faire, quoi. Je sais pas, l'argent, la crédibilité, le temps, mais ça, c'est pas grave, tu vois. Let's go. Ouais, c'est ça, exactement. Comment je vois quelque chose dans l'espace en vrai? Ouais, c'est ça, exactement. Et surtout que j'étais en Angleterre, et dans la culture anglo-saxonne, il y a vraiment ce truc où bah, il n'y a pas de limite, quoi. On peut y arriver, etc. Ouais, go for it. Moi, ce qui est fou, et je pense qu'on va y arriver, mais c'est que t'as envoyé plein de choses dans l'espace, t'as envoyé des choses dans l'air, et c'est même ce que tu fais avec ta startup actuelle. Donc c'est cool. Et c'est quoi le moment alors que tu sors de l'école? À quel moment tu envoies comment tu arrives à envoyer la première chose dans l'espace? Alors, Ou dans l'espace, dans la stratosphère, ou en l'air en tout cas. du coup, en Angleterre, je commence à me dire, ok, je vais le fabriquer. Je me dis, ouais, je vais faire une campagne de crowdfunding, ça marche pas du tout. Enfin, je lève 400 euros, tu vois. Enfin, en plus, je la fais en anglais alors que je suis français. Et je me dis, tu sais, quand tu te lances dans un projet, souvent tu dis, ouais, tout le monde va connaître ce que je vais faire, etc. Je vais le faire en anglais parce que ça va être interplanétaire. Mais pas du tout, en fait. T'as le biais du projecteur où Ouais, je c'est pense que tout ça. le monde fait attention à ce que tu fais, Exactement. comme ce qu'on a à l'école et autres. Exactement. Alors en fait, Alors que tout le monde s'en fout. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc je me souviens, j'ai une vidéo de moi où je suis en chemise, etc. Je fais des trucs extrêmement propres, où je fais un face cam, etc. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Et je me dis, je vais créer ça en Angleterre parce qu'il y a start-up et tout. Mais en fait, pas du tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas de logement. Enfin, mon logement va s'arrêter dans 3 mois, etc. Parce que c'est la fin de mes études, tu vois. Et donc ça marche pas. Et donc je rentre chez moi en France et je me suis dit, bon, je vais créer ça en France. Je me mets peut-être 1 an, et si pendant 1 an il se passe rien, je réfléchirai à faire autre chose. et les parents étaient OK avec ça Mes parents étaient pas super OK avec ça. Je leur ai pas vraiment laissé le choix. Et comme je disais, en fait, ils sont dans un environnement où ils ont grandi dans un truc où c'était difficile de croire en leurs rêves, etc. Ils faisaient plus un métier pour gagner de l'argent, tu vois, plus que vas-y, crois en tes rêves, tu peux y arriver, etc. Et pour eux, leur objectif de vie à l'époque, c'était avoir une famille et un salaire et t'as l'argent à la fin du mois et tout. Donc tu vois, partir dans ce genre de choses, pour eux, c'est pas possible. Enfin, bref. Et donc je reviens quand même chez moi
Et je me dis, ok, on va lancer un premier ballon dans l'espace. Il y avait tous mes potes d'école d'ingé, enfin, il y en a pas mal qui se foutaient de ma gueule en me disant, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Pourquoi tu fais ça et tout? Mais j'étais déterminé, tu vois. Je me dis, c'est sûr qu'il y a un truc. Je voyais que ça se faisait, genre aux États-Unis. Je me dis, bon, bah, en fait, on va faire ça. Et donc, je me disais, je vais pas construire une fusée directe parce que c'est beaucoup trop compliqué, en fait. Et donc, Aka Elon Musk. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je sais pas sa force de frappe, il vient d'une famille avec beaucoup plus d'argent, donc forcément c'est plus simple. Et donc je me dis, je vais faire un truc moins ambitieux, partir là-dessus, et puis au fur et à mesure, on va faire grossir le projet et on va voir si c'est possible. Et je regarde un peu ce qui se passe à l'étranger et je vois qu'il y a des gens qui envoient différents trucs dans l'espace avec ce qu'on appelle des ballons stratosphériques, mais beaucoup plus petits. Donc un ballon stratosphérique, je veux dire la vision naïve qu'on pourrait avoir quand on ne connaît pas, c'est tu prends une sorte de ballon, une montgolfière, et tu le vois beaucoup plus haut ou... C'est ça, non, c'est ça exactement. En fait, je sais pas, tu as déjà nagé sous l'eau, j'imagine. Oui, Tu as ça déjà m'arrive. respiré sous l'eau. Alors en général, on essaie de pas trop Enfin, respirer. éjecter de l'air de ta Oui, bouche bien sous sûr. l'eau. Et ben en fait, l'air dans l'eau, c'est ce qui se passe dans les ballons stratosphériques, sauf qu'au lieu que ça soit l'air dans l'eau, c'est l'hélium dans le ballon. Étant donné que l'hélium est plus léger que l'air, ça va faire le même phénomène que l'air sous l'eau. C'est-à-dire que l'air s'échappe naturellement à la surface et l'hélium, donc l'hélium que tu remplis dans le ballon, va naturellement s'échapper de l'atmosphère parce qu'il est plus léger que l'atmosphère, au même titre que l'air est plus léger que l'eau. Et donc, c'est un ballon qui est fermé, où tu remplis d'hélium, qui va monter à 40 km d'altitude. Et à 40 km d'altitude, il va gonfler tellement qu'il va y avoir une rupture mécanique et ça va percer le ballon. Sur le sol, il fait 1 mètre de diamètre. À 40 km d'altitude, il fait à peu près 10 mètres de diamètre, ce qui est énorme. Et en fait, c'est là que tu atteins sa rupture mécanique. C'est un ballon qui est en latex. Et ça va venir percer le ballon. Et l'hélium va s'échapper. Et là, le système va tomber. Et moi, j'ai un parachute sur ce système-là. Et le système va venir s'ouvrir, donc le parachute, et retomber sur la Terre. Et comment tu sais où il retombe? Parce que c'est la première chose à laquelle tu dis, attends, tu es en Ouais. train de nous envoyer une cabine là sous ton ballon et ça va aller se retrouver sur un toit d'immeuble, une toit d'une maison, sur une vache. Ouais, ça peut retomber partout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a des systèmes de tracker dans notre ballon. Enfin, du coup, je fais plus ça, mais à l'époque, on avait le système de tracker. Et j'avais un GPS et qui me permettait de savoir enfin, au moment où je voulais où était positionnée la solution. Donc soit dans la stratosphère, soit au sol. Et donc j'avais un capteur qui était précis à 1 mètre, qui était capable de me dire où est la solution. Et après j'en ai codé un avec une Arduino qui me disait toutes les 10 minutes, qui m'envoie un message sur mon téléphone, où est-ce que j'étais. Ça met combien de temps à monter? Le ballon, alors en fait ça dépend, parce qu'en fait ça dépend de l'hélium que tu mets à l'intérieur. Donc, genre 5 minutes, 1 heure, 10 heures? Bah, en fait ça peut être extrêmement variable. Mais en général, toi, ce que tu faisais au départ, les premiers que tu as envoyés, c'était... Alors le tout premier j'ai dû mettre peut-être 3 heures, le deuxième j'ai mis 7 heures, donc tu vois ça peut être très variable, et le tout dernier j'ai mis, parce que je maîtrisais mieux le truc, je mettais 50 minutes. Parce qu'en fait ça dépend du volume d'hélium que tu mets dans le ballon, ça dépend du vent. Et ça dérive de combien à peu près? Parce que c'est quand même la... Enfin, moi, je me demande si je suis dans un champ, je le fais. Imaginons, je suis déter, tu vois. Je fais tout ce qu'il faut, je fais les calculs. Je l'envoie en l'air. Ça retombe à combien de distance à peu près de là où ça... Plus c'est long à voler, plus ça va loin. Et donc, si tu mets beaucoup d'hélium, du coup, ça va durer moins longtemps et ça va voler moins lent. Pour le vol de 50 minutes qu'on a fait, c'est parti à 70 km. Ah ouais, quand même. Ce qui est relativement faible, sachant que dans le vol de 7 heures qu'on a fait, on a fait 400 bornes. On est parti de Nantes, on est allé à Bourges en voiture, le récupérer et on est retourné. Donc c'est Et quand ça tombe, enfin, ça peut tomber sur n'importe quoi au final. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais un logiciel qui calculait à 1 km où est-ce que ça allait atterrir, dans un rayon de 1 km. Donc je savais où ça allait atterrir et je le lançais de Nantes, parce que moi, là-bas, je suis nantais, et je visais la Creuse. Et donc, tu vois, en termes de probabilité, ils en font 10 par jour depuis des années, tu vois. Ils ont eu un événement. Donc, quand tu regardes ces probabilités, tu te dis, bah, en fait, il y a très peu de chances qu'il se passe un truc, tu vois. D'accord.
Bon, bah, ok. Non, mais moi, je pensais juste à, tu sais, à la grand-mère qui avance un peu doucement et qui peut pas éviter Mais le en ballon. fait, c'est ultra rare parce que il y a très peu. En fait, je vise pas les villes, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Bah, j'espère. Si je suis le maire d'une ville, je fais, bah, j'espère bien que vous ne vivez pas la ville. C'est ça. Ce serait dommage quand même. Et en fait, vu que tu connais les vents, etc., tu sais exactement où ça atterrit. D'accord, non mais ça fait sens. Donc, tu te chauffes, t'envoies tes premiers ballons, et qu'est-ce qui se passe? Parce que là, t'es content, et il se passe quoi après? Donc, j'envoie mon premier ballon, je me rends compte que c'est faisable. Et au bout d'un mois de la création de l'entreprise, il y a Warner qui m'appelle. C'est improbable. À l'époque, je suis personne. Hein. Je suis vraiment personne, j'existe pas. Voilà. Et là, il y a Warner qui m'appelle, fait Ah, c'est cool ce que vous faites. On aimerait bien envoyer le CD d'un rappeur dans l'espace. Est-ce que c'est possible? Je fais Bah oui, tout est possible. C'est donc le vol de 7 heures que j'ai fait. Et ce rappeur en question, il s'appelait Sejo. Et il commence à être connu maintenant parce qu'il a fait un, un clip de rap avec un youtubeur très connu qui s'appelle Théodore, qui est une nouvelle génération, etc. Il me demande est-ce que ça te dirait d'envoyer le CD de Sejo dans l'espace. Je dis bah oui, oui, ça me dit et tout. Et donc on commence à se préparer pour lancer ça, etc. Mais attends, juste avant, comment est-ce qu'ils savent ce que tu fais, Warner? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, personne ne sait ce qu'on fait. T'as fait Ouais, un Kickstarter où il y a quelqu'un qui a mis 400 $, merci maman. c'est ça, c'est exactement ça. Et comment est-ce qu'ils te connaissent? Enfin, comment est-ce qu'ils savent ce que tu fais? Bah, en fait, c'est grâce à mon école d'ingé. Euh, c'est un gars qui connaît le rappeur, qui connaît Warner, qui leur dit j'aimerais bien lancer ça dans l'espace. Et ce gars-là, il connaît mon pote qui est en école d'ingé. Il dit je sais que tu fais ça, est-ce que c'est possible, tu vois? Du coup, je lui dis bah oui, c'est possible. Et en fait, ça a fait Ouais, téléphone arabe. incroyable. Ouais. Donc l'importance de diffuser le message et que les gens sachent ce que tu es en train de faire. Exactement, sur les réseaux, etc. Je l'avais partagé sur Facebook à l'époque. Et j'avais LinkedIn, mais c'était vraiment le début de LinkedIn. Et, euh, et du coup, ouais, bouche à oreille, improbable, incroyable. Et donc, je me dis, ok, bah, c'est parti. J'avais pas trop d'argent, parce que ça, c'est aussi important à dire. J'ai commencé avec 800 € sur mon compte en banque de faire ça, donc c'était vraiment compliqué. C'était de trouver les financements, etc. Donc, c'était vraiment dur. Et une presta, je la vendais genre 3500 €, tu vois. Et je voulais rendre la prestation qualitative. Et donc, je me dis, OK, ils ont signé un contrat, ils vont me payer, donc je vais prendre des risques. Et je vais chercher de l'argent. Je demande à des gens de me prêter de l'argent, etc., pour acheter du matos de meilleure qualité, une GoPro 8, je crois, enfin vraiment un truc meilleure qualité. Et en fait, l'idée, c'est que donc j'avais ma GoPro, je mettais le produit, je le filmais jusqu'à 40 km d'altitude. Et après, je récupérais ces rushs et je la publiais pour eux, pour faire de la com, etc. Et eux, à la base, ils voulaient le faire en live pour propulser le CV en live, tu vois. Sauf que c'était impossible. Enfin, moi, j'étais au début, j'avais pas la techno pour. Enfin, je leur dis non, on filme d'abord et après, je vous envoie les rushs, ça va être trop compliqué. Et c'était mon premier client, tu vois. Enfin, bref. Et donc, j'avais 2000, 3000 € de dette. Donc c'était, voilà, fallait pas que je me plante. Et on commence à se préparer avec des potes que j'avais ramenés pour faire le truc. Je remplis le truc d'hélium, je lâche le ballon, là je vois le ballon qui vole, et là le ballon il commence à redescendre sur le sol. Et là je me dis ok, ça va pas du tout le faire. Et dans ma tête, j'avais cet argent que je devais rembourser, tu vois. Et c'était soit je remboursais cet argent avec le contrat, soit ça marchait pas et c'était terminé pour la boîte, tu vois. Donc j'avais pas le choix. Donc je vois le ballon partir, je cours, et en fait il retombe sur le sol, il vient se mettre dans un arbre, et je dis putain c'est la merde et tout. Je grimpe dans l'arbre et tout, qui était assez haut, j'arrive à choper le ballon, je le relance, donc trop content, je me dis ça repart, etc. Il remonte, il redescend, il vient frotter sur la route, et genre quelques secondes après il y a une voiture qui passe, enfin rien qui va. Il vient s'accrocher dans un autre arbre, parce qu'en fait je m'étais planté dans les calculs de combien d'hélium il fallait mettre. Et donc, il vient se raccrocher dans un autre arbre. Et là, il était juste au-dessus d'une ligne électrique. Et je remonte dans l'arbre, j'arrive pas, il est trop loin, etc. Et là, il y a des gens qui sortent de chez eux avec pas une canne à pêche, mais une canne. Et ils me disent, on va vous aider, etc. Trop cool, tu vois. Et il y avait mon associé actuel qui était en bas avec la perche. Et ils essaient de l'attraper.
ils n'arrivent pas, ils finissent par y arriver. Et je fais surtout, faites super gaffe parce qu'il y a une ligne électrique, donc faites attention à ce que ça touche pas, tu vois, c'était vraiment proche. Et ils tirent d'un coup, et là, le ballon, il touche la ligne électrique. Et là, je sens tu vois, le sol se dérober devant moi en me disant, mais, enfin, c'est bon, je suis en prison là, tu vois. Et en fait, il se passe rien. Et Un seul point de contact peut-être. bah, je sais pas trop. Et il tire. Et il se passe rien, on récupère le ballon, on regonfle d'hélium et on le relance et là il repart tout seul. On explose. En fait, on avait mis un truc en plastique, on avait foutu le CD et à l'arrière on a tout explosé. Et en fait, on a mis un morceau de scotch et sur la vidéo ça se voit, mais pas du tout. Et on est là en mode oh, c'est passé tranquille. Mais en fait, on pense que ce qui s'est passé, c'est que c'était. Tu sais, t'as des gaines de protection. Le ballon était en caoutchouc, donc c'est pas censé être. Enfin, ça transmet pas l'électricité. Et ouais, je pense que en fait, c'était pas des lignes de haute tension, donc c'est passé quoi. Mais à l'époque, je me disais, mais. Enfin, je savais pas, tu vois. Mais je crois de base, il y a le truc de. C'est comme les oiseaux qui peuvent se mettre sur un. Tu sais, qui mettent un pied sur une ligne, ils peuvent toucher avec. Vu que ça passe par le chemin préférentiel, si tu rajoutes un truc et que c'est juste une loupe de plus, ça va pas passer par là parce que c'est pas le chemin préférentiel. Ouais, mais là, ça communiquait via le ballon, via le sol, tu vois. Ah, ça touchait le sol? Bah oui, il tenait la perche à la main. Ah oui, ah non, ils ont de la chance là. Mais je pense qu'en fait, c'était pas des lignes. Tu vois, c'était les lignes qui étaient relativement basses, tu vois. Donc je pense que c'était des lignes. Mais sur le moment, j'ai pas réfléchi. Je pense que j'aurais très, très, très peur aussi. Ouais. Donc, tu arrives à faire ce que l'avion vole, t'envoies les rushs, ils sont contents, ils te payent. Ils me payent, ouais. Ce qui est fou. Et après, on a fait un troisième lancer où on a travaillé avec un YouTuber. Et on a fait quasiment 1 million de vues sur YouTube avec une vidéo qui s'appelle Tu perds, t'envoies tes vêtements dans l'espace. Et en fait, l'idée, c'était que c'est des youtubeurs qui sont connus, enfin pour la nouvelle génération. C'est Camille LV, Neoxy, Gizzy et j'en oublie un. Raven, ouais c'est ça, Raven. Et en fait, donc il faisait un jeu et celui qui perdait le jeu, il se mettait en caleçon, il envoyait ses vêtements dans l'espace. Et donc on a filmé ses vêtements qui partaient dans l'espace. Il en a fait une vidéo, etc. C'était assez drôle. Incroyable. Donc là, on se dit, bah, tout va bien, tu commences à être en contact avec Warner Bros, avec des youtubeurs, l'entreprise qui monte, qui monte. Ouais. Et là, Et la Covid. Et là, ça remet en question toute ma stratégie parce qu'en fait, moi, je faisais marketing et publicité et je voulais me lancer un peu dans l'événementiel aussi. Et en fait, tous ces marchés-là meurent. pourtant, je me dirais, pour faire l'avocat du diable, juste pour voilà, bien comprendre, Covid, Ouais. tu es sur une ferme, tu lances un ballon dans l'air, il n'y a personne autour, tu le récupères, il va dans la Creuse, il n'y a personne autour. Est-ce que il n'y a pas de problème? Bon, il faut faire la distance peut-être, mais ça te paraît pas. Alors, totalement, mais à l'époque, j'étais encore. En fait, il y avait plusieurs trucs qui n'allaient pas. À l'époque, j'étais encore au début, donc il fallait que je me fasse un nom, etc. Et j'avais énormément de leads, comme des marques pour Swarovski ou des marques de luxe type Rolex, des trucs comme ça, tu vois. J'avais des prospects vraiment super intéressants. Mais en fait, en Covid, ils m'ont dit, bah, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc la publicité et le marketing, c'est la première chose qui saute parce que on préfère prendre cet argent-là pour payer les gens, voilà, etc. Ce que je comprends, hein, ils ont raison de faire ça. Donc il y avait ça qui était assez compliqué. Et moi, je les harcelais et enfin, ils me répondaient pas. Et c'était vraiment dur parce que tu vois, je vivais chez mes parents et je commençais à saturer un peu. Il y avait ça et je me suis pas concentré sur le besoin client. Le besoin client, c'était vraiment de faire beaucoup de marketing et que tout le monde, enfin que ma vidéo fasse le buzz. Et là où je me suis pas concentré sur cet élément-là, c'est que j'aurais dû créer un moyen de construire une offre marketing où c'est sûr que ça faisait le buzz en soit en faisant de la pub, ou, etc. Et moi, je me concentrais plus en mode bah, je fais ça parce que c'est cool, tu vois, mais pas en mode je réponds à un besoin. Et donc, si j'avais répondu à un besoin plus marketing, je pense que les gens auraient plus acheté ma solution et que ça aurait été beaucoup plus simple. Non, Et mais je comprends, c'est clair que le client, c'est là où il y a l'argent c'est qui ça, ouais. vient. Et si toi, ils n'ont pas le budget et tu ne corresponds pas en plus exactement à quelque chose qui pourrait considérer comme vital ou vraiment bénéficiaire pendant une période difficile, ça saute. Donc là, l'entreprise, malheureusement, bon, ben, il n'y a plus de clients. C'est quoi l'étape d'après? Parce que tu sais, tu as refait une entreprise derrière, une autre.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, il cherchait aussi un truc avec plus de sens en parallèle, parce que quand on a vécu en Afrique du Sud avec mon associé actuel, on a vécu les dégâts du réchauffement climatique et on se dit on aimerait bien avoir une influence là-dessus, tu vois. On a vécu ce qu'on a appelé la water crisis pendant plusieurs semaines, on n'a pas eu d'eau, donc on a dû s'adapter, etc. Et du coup, on voulait avoir un impact sur ça, tu vois. Et donc, suite à cet échec d'entreprise, avec mon associé, il vivait à Nantes aussi à cette époque-là, et je me dis, bon bah voilà, moi je pense que je vais arrêter cette entreprise-là, j'aimerais bien faire un truc à plus de sens, est-ce que tu as une idée? Et avec mon associé, ça faisait très longtemps qu'on parlait de monter un business ensemble, depuis l'Afrique du Sud. On avait une idée tous les jours et je l'ai répertoriée dans un bloc-notes, tu vois. Et on était arrivé, je pense, à une soixantaine d'idées, vraiment des idées sympas, tu vois, mais c'était des trucs très compliqués. Envoyer une fusée dans l'espace, envoyer une deuxième fusée dans C'est l'espace, ça. envoyer une station planétaire. C'est ça. Non, c'était pas que des trucs dans l'espace, tu vois. C'était vraiment ultra large. Et je lui parle de ça. Il me fait, ouais, moi, ça me chauffe de monter une boîte. Je suis prêt à quitter mon travail en plein Covid. Je sais pas trop de quoi demain sera fait, mais ça m'intéresse énormément. Et je lui dis, ok, bah vas-y, on monte un truc ensemble, etc. Et j'avais entendu parler d'un concours qui s'appelait French Tech Tremplin en France, qui, en fait, tu parlais d'un projet, et si tu gagnais ce concours-là, tu avais une bourse de 42 000 euros. Ce qui est quand même énorme, tu vois. C'est beaucoup 42 000 euros. C'est En beaucoup, général, ouais. c'est plutôt 5, 10 000. Il y a pas mal de concours qui sont censés favoriser Ouais. l'entrepreneuriat. Mais avec des petits budgets, 42, C'est énorme. c'est beaucoup. C'est Ouais. énorme. Et en plus, c'était en subvention, donc c'était Ça, c'était phénoménal. même pas un crédit, c'était vraiment de la. Ouais, c'est 100% subvention, quoi. Donc, après, ça reste BPI, donc tu peux pas. Donc, c'est Banque publique d'investissement. C'est de l'argent qui te donne, mais tu peux pas faire n'importe quoi avec, tu vois. Heureusement. Ouais, malheureusement. C'est de la R&D, il faut que ça soit des trucs intelligents, tu vois. Tu peux pas partir en vacances avec, enfin, tu vois. Ouais. Ce qui est bien. C'est plutôt une bonne chose Ce sur qui est papier. plutôt une bonne chose. Ouais. Et Tout le monde postulerait. ouais, c'est ça. Et donc, avec mon associé, on commence à réfléchir. Moi, avec mon expérience de ballon, on se dit, on peut essayer de faire un truc là-dedans. On veut avoir un truc qui a du sens. Et on se dit, OK, on va créer une boîte qui va créer des ballons dirigeables pour surveiller les forêts et limiter les départs de feux de forêt, comme il y a en Australie, comme il y a Dans au le sud de Brésil, la France, beaucoup dans le sud de aussi. la France. Maintenant, il y a dans le nord de la France. Ça commence à être un vrai problème. Donc on va dire, on va faire ça. On présente ce projet, on construit un projet en une semaine. Vraiment en une semaine. On fait les diapos, etc. On pitch. Et ils nous disent, OK, c'est incroyable ce que vous faites et tout. On vous donne la bourse, tu vois. Et on était là en mode incroyable. Tout. Bon, j'avais de l'expérience, tu vois, un peu. Et c'est ça qui nous a... Bah, clairement, tu avais déjà envoyé plusieurs choses dans la stratosphère à 40 km. Déjà, le nombre de personnes en France qui ont fait ça Ouais, à moins de, je sais pas, 25, 26 ans, il n'y en a pas beaucoup. il est Ouais. extrêmement limité. Donc. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a permis d'avoir cette bourse. Parce que justement, j'ai parlé de nos expériences précédentes. Et ça a permis de mettre en avant le fait qu'on avait des compétences en entrepreneuriat et tout ça. Et donc on gagne cette bourse et on se dit ok, bah maintenant pas le choix quoi, on quitte tout et 32 000, c'est bien, ça permet vraiment d'avancer, de vous dire vous avez ouais, beaucoup de mois devant vous. c'est ça. Et donc on appelle les parents de mon associé et à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, mon associé, ses parents ils sont boulangers et au-dessus de leur boulangerie ils ont un appartement où il y a personne et on les appelle, on leur dit bah voilà pendant X années on a besoin d'un appartement, est-ce que ça vous dérange qu'on loge là? Ils ont ouais pas de souci, de toute façon il sert à rien donc venez. C'était à Orange. C'est Venez, où, Orange c'est à côté de Avignon. D'accord, Donc là, tu as Avignon, Marseille et Orange, c'est ouais, juste au-dessus. très bien. C'est à 30 minutes d'Avignon. Et on se dit, OK, c'est parti et tout. Et donc, un logement gratuit où on n'a pas besoin de payer. Donc, quand tu es une start-up, c'est voilà. Le Graal. C'est exactement. Et tu vois, aux US, on construit une start-up dans un garage. Et en France, on construit une start-up au-dessus d'une boulangerie. Plus français, tu meurs, quoi. Du coup, on avait du pain frais tous les jours. Enfin, vraiment incroyable. Des viennoiseries tous les week-ends. Vraiment, vraiment cool. Donc, on commence là-dessus. Donc, mon associé aussi, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. Où lui, il a un profil vraiment conception, développement de produits. Lui, avant, il a fait du développement d'éoliennes et il a travaillé pour la marine nationale, conception de bateaux, tout ça. Donc, profil très conception, etc.
Moi, j'ai un profil un peu plus business et on se dit, on va s'associer pour créer cette entreprise. Donc là, le but, c'est d'envoyer des petites montgolfières avec des capteurs, des caméras pour vérifier les départs de feux de forêt. Mm. Si on avance dans le temps et qu'on regarde, là, c'est toujours l'entreprise que vous avez actuellement, Oui, l'entreprise qui s'appelle Lium, du coup. Lium. Ça fait combien de temps? Ça fait 4, 3 ans. 3 3 ans. ans maintenant. Est-ce que vous avez réussi à en déployer? Si oui, combien il y en a? Et où est-ce que vous en êtes dans cette avancée? Alors, au début, on lance l'entreprise. Donc, à la base, on voulait faire des ballons dirigeables pour les pompiers. Ça, c'était vraiment le mantra de l'entreprise. Donc, on commence à développer le truc avec la bourse qu'on a eue. On gagne d'autres bourses à côté, etc. Et on commence à se dire, OK, on va se déployer avec les pompiers. On discute avec les pompiers du Vaucluse, donc le département où on est. Et ils disent, ouais, on est super intéressés. Je pense que votre solution elle est super pertinente pour détecter les feux de forêt, etc. Et on commence à développer une solution. On fait un premier proto avec un ballon stratosphérique qu'on accroche au sol avec un câble. Et on voit si ça marche. On fait une IA que je code en 2 semaines qui est vraiment nulle, mais qui permet de démontrer que c'est faisable, tu vois. Et mon associé a failli prendre feu quand En gros, on a pris un ballon, un baril, on met de l'essence à l'intérieur pour faire simuler un feu. Il lance l'allumette et en fait, il voit qu'il y a beaucoup trop d'essence, ça prend feu. Donc, il fait gaffe et tout et il part en arrière. Enfin, c'est assez marrant, mais il ne s'est rien passé. Donc, ça marche. Donc, on se dit, on va améliorer une solution, on améliore une solution, etc. Et on parle aux pompiers du Vaucluse et on leur dit, on aimerait bien faire des tests avec vous. On disait, OK, il n'y a pas de souci. S'il faut mettre le feu à la forêt, ça va être un peu. Mais en fait, dans le sud de la France, il y a ce qu'on appelle des brûlages dirigés. Ouais. Et donc, en fait, volontairement, ils brûlent des forêts pour limiter la propagation du feu. En fait, mes souvenirs de ça, et corrige-moi si je me trompe, c'est tu as des petites bandes en fait, de forêt. Tu vas brûler pour que si un feu arrive, un vrai feu de forêt, il y a un endroit qui est déjà brûlé, donc il ne peut plus progresser. Et en fait, tu sectionnes des parties en carré ou en rectangle ou ce que tu veux. Et chaque partie, si elle commence à brûler, elle va brûler que cette partie-là et pas le reste. C'est ça. Et les routes servent à ça aussi. Enfin, c'est pas pour ça, mais... Ça sert aux coupe-forêts. Ouais, exactement, ouais. Et en Australie aussi, ils font beaucoup ça. Ça. Ouais, ils ont un peu malheureusement, c'est beaucoup plus grand et donc c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de faire des. Non, bien sûr, c'est plus compliqué. Et donc, technique, ils nous disent un jour, on vous invite et on fait des tests avec vous si vous voulez. On dit ouais, on est carrément prenant, on avance sur la techno et tout, on a une solution vraiment intéressante. Et on définit une date, on dit ok, on va tester nos solutions, machin. Et la veille de la date, on se prépare, etc. On se lève, on y va. Et là, ils nous appellent. Et on n'avait pas de nouvelles la veille. Donc, bon, c'est pas grave, on va faire le plan, le base, etc. Ils nous appellent, ils nous disent, en fait, les gars, il y a un feu qui s'est déclenché là, qui a détruit X hectares, c'est une catastrophe, machin. On va pas pouvoir faire les tests. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est de le faire en conditions réelles. Sauf que nous, à l'époque, on n'était pas du tout prêts à faire ça, tu vois. On n'était pas du tout... notre technologie, c'était une vieille caméra vraiment claquée, qui est vraiment nulle, tu vois. Et on se dit, vas-y, on y va. En fait, on avait stocké leur ballon dans un de leurs camions, genre quelques jours avant. Et on dit, c'est pas grave, on y va, etc. Et là, l'atmosphère est trop bizarre. Il y a vraiment des cendres, de la fumée dans tout l'endroit où on est. Ça... En fait, tu avais l'impression d'être dans un cimetière un peu, tu vois, genre comme dans les films où tu as de la buée et tu sens gris. Ouais, exactement. C'était horrible cette atmosphère. Et on arrive et là, on voit les pompiers, et là, on voit toute la forêt dévastée par les feux. C'était vraiment horrible. Et ils nous disent, là, vous vous déployez et votre but, c'est de détecter les points chauds. Et nous, on était là, ok, on se déploie, on teste notre solution. Et ça se passe pas forcément bien parce qu'à l'époque, notre technologie marche pas du tout bien. Il y a du vent, c'est horrible. Et il y avait genre 40 pompiers, 30 pompiers peut-être, qui nous regardent comme ça, mais genre tous en mode on était l'attraction de la journée. Et c'était la première fois qu'on se déployait devant quelqu'un et nous on n'était pas du tout prêts, on était hyper stressés, etc. Et on voulait pas paraître nuls, tu vois, parce que notre objectif c'était de travailler pour eux. Et donc avec mon associé on se prépare, etc. Et en plus tu avais tous nos systèmes, tu avais les cartes électroniques à nu, la caméra, tu vois, ça faisait vraiment pas professionnel, tu vois. Et on se déploie et on arrive
à observer la zone, tu vois. On n'avait pas de caméra infrarouge, donc c'était impossible qu'on détecte les points chauds. Mais par contre, on arrive à récupérer le signal sur l'ordinateur et voir toute la zone qui a pris feu. Et ils étaient contents parce qu'ils nous disaient « Ah ouais, effectivement, on arrive à voir, c'est intéressant, tu vois. » Mais vraiment, la caméra a été vraiment limite pixelisée, c'était vraiment affreux. Et donc ça se passe bien. Et quelques jours après, on se dit, bon, bah ok, incroyable, on va leur vendre leur solution, ça va être incroyable, etc. On prévoit un rendez-vous avec eux. J'arrive avec un devis et tout, je me dis, c'est bon, on va parler, ça va passer. Et au bout d'1 minute de conversation, le pompier avec qui on discutait, il disait, ouais, en fait, votre solution, elle est vraiment intéressante. Par contre, jamais de la vie on achète, c'est trop cher. On galère déjà à acheter un drone qui coûte quelques milliers d'euros. En plus, votre solution, elle n'est pas finie. Jamais de la vie on achètera votre solution. C'est pas possible, tu vois. Et on est toujours en contact, d'ailleurs. Ils sont très, 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 très sympas. Mais avec Thomas, c'était notre rêve, tu vois, de travailler pour eux. Et on rentre chez nous, donc Thomas, mon associé. Et on rentre chez nous, et là, on est en dépression, tu vois, parce qu'on est là en mode, ok, en fait, ce qu'on avait en tête, c'est impossible. Le truc, c'est que ouais, ils veulent. Quand tu es dans l'opérationnel, tu fais quelque chose qui marche. C'est triste, mais C'est ça. Vous êtes dans la recherche, Bah, c'est ça. un processus. Exactement. Ça, ok, cool. Moi, je vais aller d'un point A à un point B, il me faut une voiture parce qu'il faut que je le fasse en 2 minutes parce qu'il y a un feu de l'autre côté. Toi, tu as une trottinette, c'est cool. C'est Ça ça. a l'air super ta trottinette, mais on veut pas de trottinette. C'est ça, C'est exactement. malheureux. En fait, c'est possible, mais ils n'ont pas la culture pour les pompiers. Le monde industriel a beaucoup plus la culture pour de acheter une solution qui n'est pas encore développée. Ouais, mais c'est parce qu'ils peuvent mettre de la. Il y a une différence quand même, c'est que le monde professionnel, tu mets de l'argent, tu investis pour faire plus d'argent derrière. C'est ça. Alors qu'un pompier, c'est un centre de dépense. Exactement. Aussi, d'un point de vue purement financier, bien entendu, hein, le métier de pompier est incroyable et ce qu'ils font, ça sauve des vies, ça sauve des espaces. Bien sûr. Donc c'est nécessaire et c'est hyper utile. Mais d'un point de vue purement comptable, c'est ça la différence fondamentale qui fait que oui, il n'y a pas la culture, mais c'est parce que intrinsèquement, c'est pas comme ça que ça marche. Bah, ça dépend, tu vois, aux États-Unis, ils ont plus la culture de. Genre en parles Californie. Ouais, en Californie, ils font ça. Ouais, ils ont des programmes d'innovation où justement ils achètent des solutions comme les nôtres qui ne sont pas finies pour les incorporer sur le terrain. Après, aux États-Unis, ils ont aussi leurs solutions. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je sais qu'aux États-Unis, justement, il y a eu des feux avec des maisons de stars et autres. Et là-bas, tu as les forces de pompiers privées. Ouais. Et c'est privé. Mais c'est pas le même modèle. Ouais, et forcément, si c'est privé, ce n'est plus un centre de coût. Non. C'est un centre qui rapporte de l'argent. Et donc, avoir des solutions innovantes te permet de se différencier par rapport à ses concurrents. Exactement. Pour dire, ah ben moi, je sais pas, star, Bruce Willis, Angelina Jolie, machin, Ryan Gosling, bah, hop, on peut protéger votre maison avec la solution la plus innovante. Et vous payez X K de plus par dollar par an et ça justifie le truc. Exactement. C'est pas le même modèle. Donc forcément. Ouais. Et donc, avec mon associé, on se dit, bah, en fait, soit on est borné là-dessus et en fait, on mangera pas pendant 5 ans, soit on trouve une autre solution qui nous permet de gagner de l'argent et développer notre solution. Et c'est là qu'on change totalement nos stratégies. On ne veut plus faire des ballons dirigeables, mais on veut faire ce qu'on appelle des ballons captifs. Donc en gros, c'est des ballons dirigeables qui sont accrochés au sol avec un câble, parce que ça a beaucoup plus d'intérêt en fait. Et on ne travaille plus pour les pompiers, mais on travaille pour les sites industriels qui eux-mêmes ont des pompiers, mais des pompiers privés, puisque eux, ils ne veulent pas qu'il y ait un départ de feu sur leur site industriel, parce que ça cause des dégâts majeurs sur l'environnement, sur la santé. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et ça leur coûte beaucoup d'argent. À titre d'exemple, tu vois, AZF, qui est une catastrophe à Toulouse, ça a coûté 1 milliard d'euros, ce qui est stratosphérique. Et l'incendie de Lubrizol à Rouen en 2019, ça a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc si tu évites un événement comme ça, tu es rentable. En plus, il y a des départements pour le coup qui sont prévus là-dessus, ça s'appelle la prévention des risques, Exactement. qui est dans toutes les grandes entreprises, qui est hyper importante. Exactement. Et ils ont du budget. Exactement. Et donc, tu m'as dit, je crois qu'en off avant, tu me disais qu'il y a eu ton premier contrat qui était un peu what the fuck là-dessus. Carrément what the fuck. Alors, effectivement, premier contrat what the fuck. Donc, on travaille avec les sites industriels et on se dit, maintenant, on va faire que ça. Et le temps passe, etc. Ça fait 1 an et demi, tu vois, déjà qu'on en est là. Et vous n'avez toujours pas eu de contrat. Toujours pas de contrat. Mais vous avez eu des bourses et subventions, donc ça va. Mais on ne se paye pas. On est tous les deux RSA, on ne se paye pas, tu vois. Donc ça commence à être dur, tu vois. On se dit, OK, il faut qu'on trouve des clients dans le monde industriel. Et le temps passe, etc. Et on cherche, on fait du démarchage, etc. On ne trouve pas.
Et par une chance incroyable, on rentre en contact avec Orano Tricastin, qui est une centrale de Tricastin, centrale nucléaire. Et Orano, c'est ceux qui gèrent l'uranium pour les centrales nucléaires. D'ailleurs, on a sorti la vidéo avec eux aujourd'hui, même ce matin. Il y aura le lien en description si tu me l'envoies. Avec grand plaisir. Et on rentre en contact avec eux et on se rend compte qu'ils sont intéressés. Donc on discute avec eux et on arrive à les convaincre sur un PowerPoint que notre solution va être pertinente dans le futur. Tu vois. Et ils me disent ok, ouais, super intéressant, etc. Sauf que Tricastin se sont intéressés, mais comment ça marche Orano, faut que tu arrives à convaincre le site et après il faut que tu arrives à convaincre le siège. Donc on avait réussi à convaincre le site et maintenant il fallait qu'on convainc le siège. Et on avait d'autres potentiels clients, mais lui c'était vraiment le client le plus intéressant. Et donc on se dit il faut qu'on arrive à le convaincre. Et ce gars-là, j'avais son mail et son numéro, son standard, mais je n'avais pas son numéro privé. Et je lui envoie un mail quasiment tous les 2 jours et il ne répond pas. C'est un gars qui est hyper pris, tu vois. Et donc pendant 2 jours, je lui envoie un mail, il ne répond pas. Je l'appelle au standard quasiment tous les jours, il ne répond pas. Et sur plusieurs mois. Et je me dis, mais en fait. Plusieurs mois. C'est plusieurs mois. Et je me dis, mais en fait, c'est simple. Soit on signe ce contrat-là, soit on arrête la boîte parce qu'on n'a pas de contrat et c'est le seul qui est vraiment où on a une chance, tu vois. Et je vais voir mon associé, je lui dis, bon, bah en fait, c'est simple, soit on le signe lui, soit on arrête, quoi, parce que ça va faire quasiment 2 ans qu'on travaille là-dessus. Faut se rendre à l'évidence, ça va pas le faire. Donc je vais à Paris. En plus, je me rappelle, je dormais chez une amie à moi et je lui parle, je fais ah, jamais de la vie ça va marcher, etc. Et je me dis, je vais. Taper à la porte. Exactement, je vais attendre qu'il sorte. Et Tu savais à quoi il ressemblait? je regarde sur YouTube à quoi il ressemble, parce qu'il a déjà fait des vidéos sur YouTube sur l'innovation, etc. Et je me dis, je vais attendre qu'il sorte du siège et je vais aller lui parler, tu vois. Parce que c'est la dernière chance, tu vois. Ouais, mais c'est bien, c'est smart, il faut y aller. Hein. C'est pas le choix, ouais. Il faut espérer qu'il sorte par la porte principale. C'est ça. Je me lève à 6h, je vais au siège à 6h, je fais le tour du siège, sachant que c'est du nucléaire, il y a des caméras et tout. Donc à tout moment, je me fais éjecter, il y avait des agents de sécurité, etc. Et je vois qu'il y a une entrée principale et une entrée de derrière, tu vois. Et je me mets à l'entrée principale en disant il va sortir. Et en fait, je me dis, mais en fait, je suis trop bête, il doit avoir plus de 40 ans, ce gars-là, il va forcément arriver en voiture. Et il y avait une entrée pour les voitures. Donc je vais derrière pour les voitures. Et à chaque voiture qui passait, je regardais comme ça s'il il était dedans, tu vois. Et le temps passe, et en fait, je vois qu'il est toujours pas là. Et je me dis, bon, bah, en fait, il va jamais venir, c'est trop tard. Il viendra pas. Il était 10h, tu vois, un truc comme ça. Et s'il n'est pas là à 10h, il viendra pas, tu vois. Donc, je me dis, bon, bah, faut que j'aille au standard et que je tente un énorme coup de bluff. Je vais au standard. Et je dis, ah non, vas-y, vous êtes pas cool. J'attends ce gars-là depuis 1 heure. Il m'a posé un lapin. C'est vraiment pas sympa. Est-ce que vous avez moyen de le contacter, quoi? Et donc, le standard se sent pas du tout bien, tu vois. Il culpabilise. Il appelle le gars. Et le gars, pareil, au téléphone, il se sent pas bien parce qu'il m'a posé un lapin. Et il me dit... Vous avez rendez-vous à 9h? Non, c'est un bluff total. J'avais pas du tout rendez-vous avec lui. J'avais pas du tout rendez-vous. Et donc au standard, ils m'écrivent son numéro perso sur un papier. Ah. Je prends son numéro, je l'appelle dans la seconde et au téléphone, il me fait oh, je suis désolé, je pense que j'ai pas noté votre rendez-vous, j'ai pas fait attention, etc. Est-ce qu'on peut reprogrammer la semaine prochaine? J'ai dit ouais, il n'y a pas de souci. Alors que j'avais pas de rendez-vous. La confiance. Exceptionnel. Et je sors de là et genre je me sens hyper puissant parce que je me dis putain, j'y croyais pas du tout, ça fonctionnait, tu vois. Et on fait le rendez-vous la semaine d'après. Et on parle, il fait ah oui, Ilium, j'ai déjà entendu parler de vous, effectivement. Donc tu l'avais déjà entendu parler. Bah ouais, parce que tu lui envoies genre. Ouais, tu lui c'est as ça. envoyé 500 Ah emails. oui, j'ai oublié un truc, je lui ai envoyé une mail aussi, une lettre. J'ai envoyé une lettre et il a pareil. Donc vraiment, Non, mais les lettres, c'est pas bête. J'ai eu c'est une bonne idée, ouais. un collègue qui était assez ancienne génération, donc qui avait 55, 60 ans, qui voulait faire un dernier travail avant la retraite, qui avait eu son travail dans l'entreprise. On envoie une lettre. Il a envoyé une lettre aux 10 CEO des plus grosses boîtes australiennes. Donc ça marche manuscrite. bien, ça. Ouais, vraiment tout bien. à la main. Hein. Et à l'ancienne. Et puis il a eu 3 calls quand même. Parce que les gens se disent bah, une lettre A4 manuscrite, tu sais que tu as passé du temps, la personne est là. Bien en disant voilà, j'ai telle chose, ça c'est mon CV à côté. Et on l'a rappelé, il a eu un job par rapport à ses compétences, mais ça marche. C'est une bonne strat, ouais. Ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est très très bien. Non, mais clairement, c'est ce qu'on a fait. Bon, ça n'a pas marché, mais. Ça peut. Ouais, ça peut marcher.
Et donc, on finit par signer un contrat avec eux. Et ça se Et passe il se bien. souvenait que tu l'avais harcelé avec des emails ou pas du tout Je crois, on n'en a pas parlé, donc je pense pas, mais c'est quelqu'un qui est vraiment très très pris, Il tu y a vois. sûrement même une assistante qui s'occupe de filtrer Ouais, ses emails, donc il va c'est peut-être très même possible. pas... C'est très possible. Et c'est comme ça qu'on a signé notre premier contrat, alors que on a failli couler la boîte, tu vois. Ça, c'est fou. Et après, on a signé d'autres, avec GRT Gaz notamment. Mais une fois que tu as un premier contrat, c'est toujours beaucoup plus simple d'en avoir Clairement. d'autres. Tu as la crédibilité, tu as mis des... Vous avez combien de ballons actuellement captifs? On en a un seul, pas encore déployé. Enfin, on s'est déployé sur des sites, mais sur des journées, tu vois. On ne s'est pas déployé sur des longues périodes. D'accord. Et en fait, nous, notre objectif, c'est qu'en juin, il soit déployé constamment sur le site de Tricastin, qui est le plus grand site nucléaire d'Europe. D'accord. Et le but, c'est d'en avoir à terme plusieurs déployés en permanence. C'est pour avoir justement des... j'imagine que c'est un type de contrat en mode service avec des... enfin, soit un montant annuel, mais s'il y a un ballon qui est installé en permanence, c'est qu'il y a aussi une rentrée d'argent qui est là régulière. Le but, c'est d'en avoir beaucoup, c'est d'en avoir un déployé en fixe sur cette centrale nucléaire et d'autres que tu fais par moment sur des sites particuliers. Comment ça se passe En gros, nous, notre mission, c'est de rendre plus sûr et plus propre le monde dans lequel on vit, et donc de déployer notre solution sur le plus de sites sensibles possible. Il y a ce qu'on fait maintenant et ce qu'on rêverait de faire. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on vend tout simplement la solution que nos clients payent environ, c'est un peu plus large que ça, mais 160 000 euros. Et dans le futur, on aimerait bien faire de 100% de la location. Et donc derrière, on fait un service, effectivement. Ah, ok, je comprends. Donc en fait, vous avez vendu le ballon, typiquement, et la technologie qui va C'est avec ça. au site. Ok, d'accord. Et à côté de ça, on rajoute de la maintenance, on rajoute du logiciel, de l'adaptation logicielle et des produits supplémentaires. Tu vois, il y a certaines nacelles que nos clients veulent pour différentes problématiques, détection de, je sais pas, acoustique de drone, radar, etc., qu'on ne développe pas là forcément, mais qu'on le fera dans le futur. Hmm, Et donc ça demande un coût supplémentaire. d'accord. Oh, c'est super intéressant. Et vous êtes toujours deux ou vous êtes plus? Parce que je crois que tu m'avais dit qu'il y avait des anecdotes par rapport au recrutement. Ouais, Donc alors à combien vous êtes maintenant et comment s'est passée cette évolution? on est trois à l'heure actuelle et on a recruté une alternante qui fait justement toute la partie com et marketing. Et une startup, il faut savoir vivre avec du risque, tu vois. Et donc des fois, on fait des paris sur le futur qu'on n'est pas, qui évoluent au fur et à mesure du temps. Et en milieu d'année dernière, donc on a recruté notre alternante. Et en fait, on a parié sur le futur qu'on allait recevoir de l'argent plus rapidement que ce qu'on pensait. Et en fait, il s'est avéré que pas du tout. En fait, ça a mis plus de temps que prévu de recevoir cet argent. Et donc, l'année dernière, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué pour garder cette alternante. Et donc, on a échangé avec elle en lui disant que bah, ça allait être sans doute compliqué parce qu'en fait, l'argent qu'on devait recevoir là, on allait la recevoir plus tard. Et elle a compris, etc. Hyper professionnel de sa part. Et en fait, bah, on avait deux choix. Soit on faisait le pari de la garder en disant voilà, cet argent-là, ça va tomber. Soit bah, on se séparait d'elle parce que financièrement, ça allait être compliqué. Et on a fait le pari de la garder. On a baissé un peu nos salaires justement pour la garder. Et en fait, on l'a gardée. Et quelques mois après, on a reçu l'argent qu'on espérait. Mais on a fait un pari sur le futur, tu vois. Et ça, c'est toujours dur parce que quand tu as une startup, c'est constamment ça. En fait, il faut tout le temps que tu paries. En fait, soit tu as la vision très pessimiste, très conservateur, soit tu as la vision optimiste et tu te dis, bah, en fait, ça va le faire, tu vois. Et... Mais enfin, si t'as que la vision pessimiste, malheureusement, bah, il y a plein de choses qui se font pas. Genre, tu vas pas aller faire du Exactement. porte-à-porte pour C'est réussir à ça. avoir le dernier rendez-vous. Mais en même temps, la vision optimiste, bah, tu es toujours en prise de risque et c'est Bah ouais. difficile. Et tu peux te planter beaucoup plus facilement. Et ça quand tu es entrepreneur, c'est vraiment, il faut que tu trouves l'équilibre entre vision très pessimiste et vision très optimiste pour trouver ton équilibre. Et ça, c'est vraiment compliqué. Je pense que tous les entrepreneurs connaissent ça. Et c'est vraiment dur. Ouais, moi, j'ai toujours un problème avec le temps que je pense qu'une vidéo va prendre à faire. Je suis toujours, malgré les, j'en ai fait 350, malgré ça, je suis toujours en mode, 350, ah ouais. ouais, plus d'une cinquantaine de podcasts et 300 vidéos. Je suis toujours en mode, ça va prendre moins de temps, ça Bah, va c'est le ça, faire. ouais. Je peux en faire 6 aujourd'hui. Pas du tout, pas du tout. Genre vraiment, mais absolument pas. Ça, c'est ton côté ouais, entrepreneur optimiste. C'est ça, puis derrière, t'es là, arrête, oh, oh, bon, faut quand même se mettre, hein, là, c'est... Ça prend tellement de temps en plus de monter des vidéos, on se rend pas compte, mais Ouais, c'est du travail. Hein. parce que rien que... Une chose, par exemple, pour les podcasts auxquels on se rend pas compte, c'est que
avant de le mettre, on va vérifier qu'il n'y a pas eu de bêtises pendant tout le podcast. On sait, mais on veut juste vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. C'est ça, Et donc, exactement. on doit au moins la réécouter une fois. Il y a un podcast, ça en parle 1 heure. Ouais. Moi, je vais réécouter tout ce que tu vas dire. C'est super, j'en suis content. Mais en x2 en vrai. Mais ça prend quand même du temps. Il y a une dernière chose sur laquelle je voulais qu'on parle, qui est intéressante par rapport à ton entreprise et ce que tu as fait, dont on avait discuté. C'était tout ce qui était levée de fonds. Parce que là, vous êtes à un stade où il y a la vision, vous voulez aider, rendre le monde meilleur, plus sûr, vendre des solutions, proposer des ballons à la location. Mais pour que l'argent y rentre justement, vous êtes aussi en train de lever des fonds. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? Déjà, rappeler comment ça se passe, parce que je crois que tu es la première personne sur ce podcast qui va parler de levée de fonds vraiment en détail. Trop Donc, bien. rappeler comment ça se passe un peu. Et toi, dans ton cas particulier, si tu as des anecdotes et des choses que tu as repérées d'un point de vue ingénieur là-dessus. D'un point de vue ingénieur, c'est marrant ça. Alors, une levée de fonds pour une startup, si je reprends les bases, c'est quand on accélère sur notre produit. L'idée, c'est d'aller chercher de l'argent pour accélérer à la fois sur la partie R&D, donc technique, et la partie commerciale, donc sur la partie vente. Et souvent, ce qui se passe, c'est il faut qu'on trouve des clients. Et une fois qu'on a des clients, c'est beaucoup plus simple d'aller lever des fonds parce que tu prouves que tu as un marché, quoi. Donc, si les gens sont prêts à payer ou ont déjà payé, ce qui est notre cas, ça montre qu'on a un marché. Et donc moi, je vais faire ce qu'on appelle un roadshow. Donc je vais rencontrer des investisseurs. Donc il y a différents types d'investisseurs. Il y a ce qu'on appelle des business angels. Donc c'est des gens comme toi et moi qui ont un peu d'argent de côté, qui souhaitent investir. Donc soit à titre personnel, de manière, tout seul, soit dans des groupes de business angels. Il y en a un certain nombre en France, par exemple. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les VC, les venture capitalistes. Donc là, c'est ce qu'on appelle des LP qui mettent de l'argent ensemble. Donc c'est en général des gens qui ont revendu leur entreprise ou des grands groupes qui vont donner de l'argent à ce fonds-là. Et ce fonds-là va réinvestir dans des startups. Ils ont une thèse d'investissement, ça peut être les logiciels, ça peut être la deep tech, ça peut être plein de trucs. Et donc moi, je vais voir tous ces gens-là et je leur demande est-ce qu'ils sont capables d'investir chez nous, et s'ils sont capables d'investir, combien ils sont prêts à mettre, etc. En fonction de leur thèse, etc. En général, les différentes personnes attendent un retour sur leur investissement C'est dans ça, un certain nombre exactement. d'années. Pas tous, mais en fait, tu as différentes thèses. Des fois, il y en a qui veulent juste de l'impact. Donc, si tu vois, nous, on estime qu'on peut réduire de 1% l'empreinte environnementale française grâce à notre solution en détectant plus rapidement les fuites de méthane que ce qui se fait à l'heure actuelle. Et donc, il y a des gens qui investissent que dans l'impact en termes d'émissions, tu vois, par exemple. Et il y en a, effectivement, il y en a beaucoup, la majorité, c'est ça. C'est du retour sur investissement. Donc, il faut que tu sois capable de dire que on va faire x10 sur leur investissement. Nous, notre ambition, c'est de faire une $1 billion compagnie, donc une société valorisée à 1 milliard. Et donc, si tu investis à l'heure actuelle dans notre société vaut 1 400 000. Si elle fait 1 milliard dans X années, tu peux faire x 1000 sur ton investissement. Si elle vaut 100 millions, tu fais x 1000, etc. quoi. Et donc, notre ambition, c'est de faire ça. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs. Et c'est assez compliqué parce que dans le monde français, le monde industriel, c'est un monde qui a été un peu laissé à l'abandon. Donc des gens qui comprennent l'industrie, c'est assez rare, donc c'est assez dur. Et en plus, le hardware, donc les technologies physiques. Il y a aussi, donc j'imagine qu'il y a un manque de personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Ça fait un premier problème. Le deuxième, c'est qu'on imagine aussi, d'un point de vue très naïf et extérieur, qu'une solution physique est moins scalable, c'est-à-dire qu'elle a moins de potentiel de multiplicateur qu'une solution technique. Un exemple très simple, c'est que si tu dois montrer un film à quelqu'un, physiquement sur une télé, c'est beaucoup plus dur à toucher 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, qu'une vidéo sur YouTube qui peut faire 1 million parce qu'elle est diffusée via le network. Bon là, c'est pas forcément représentatif par rapport à ton entreprise, mais c'est ce qu'on peut imaginer quand on est un investisseur. On se dit, pourquoi investir sur du physique alors qu'il y a du digital qui peut potentiellement exploser plus? Totalement. Après, tu as d'autres avantages parce que tu fais réellement quelque chose par rapport à la sécurité des sites et que, accessoirement, que si ça marche et que tu as des accords sur le long terme, c'est des accords sur le très long terme parce que l'entreprise, une fois que tu es là, elle veut que tu restes pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite de méthane aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Tu as des avantages et des inconvénients sur les deux, à mon avis. Effectivement, à mon avis, ce qu'on appelle les SaaS, donc Software as a Service, sont plus scalables. Donc tu grossis beaucoup plus rapidement que les technologies hardware. Mais les technologies hardware sont tellement complexes que c'est très dur d'être concurrent de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, une fois que tu es en place, avant que quelqu'un arrive et fasse la même chose que toi, ça va lui prendre 10 ans.
Donc en fait, ça c'est l'avantage, en fait, tu es beaucoup plus safe, entre guillemets, quand tu investis dans ce genre de technologie, parce que si ça marche, en fait, tu n'as pas vraiment de concurrent, quoi. Alors que le software, et là on le voit beaucoup avec l'IA en ce moment, avec l'IA qui sort, ça a buté énormément de boîtes en quelques jours, carrément en 24 heures quand ChatGPT est sorti. Et donc, tu as beau investir dans des trucs en te disant ça va être scalable, ça va être incroyable, en fait, ton risque, je ne suis pas sûr qu'il soit moins important dans ce type de technologie. Et surtout, ce qu'on fait, c'est palpable, comme tu le disais. Enfin, tu as vraiment l'impression que c'est un truc qui fonctionne. Et avec tout ce qui se passe sur le logiciel en ce moment, mon point de vue, c'est que ça va être compliqué d'être innovant sur les applications et l'IA, alors que le hardware, en fait, c'est simple, parce que quand tu vas dans une industrie, tu te rends compte qu'il y a 1 milliard de choses à faire, parce que tout le monde a laissé ça de côté. Et donc, tu as un marché, pour moi, qui est genre monstrueux. Donc, c'est assez simple de s'immiscer dans ce marché-là et répondre à leurs problématiques. Ouais, mais ça fait sens pour le fait qu'il y ait plein d'opportunités et aussi, si tu as un ballon qui est utilisé, bon bah avant qu'ils en mettent un deuxième, pourquoi il y a déjà le premier quoi. Donc, Mm. et ensuite, si toi tu veux faire la même entreprise, bah, il faut que tu trouves des clients. Sinon, tu vas te retrouver dans la même situation que tu as eu avant. C'est très difficile d'entrer. Donc la barrière à l'entrée est très Exactement. très Ouais, dure. c'est ça, ouais. Donc tu peux avoir un marché entre guillemets captif si tu arrives à proposer une solution qui marche et qui satisfait les clients. Et rien ne t'empêche derrière de mettre un logiciel que tu factures et tu t'immisces en fait comme ça dans les sites industriels. Non, absolument. Et donc tu as fait un roadshow et tu as rencontré combien d'investisseurs à peu près? J'ai rencontré à peu près 500 investisseurs, donc ça fait beaucoup d'investisseurs. Ça se passe comment une discussion avec un investisseur? C'est cordial, ça va vite, ça va pas vite. On s'imagine s'ils ont beaucoup d'argent à investir. Est-ce que ça dure 5 minutes? Tu fais quoi? Bam, bam, bam. Et puis elevator speech. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que j'en ai rencontré autant parce qu'au début, j'étais vraiment nul. On va pas se mentir. Je sais, en fait, moi, je connais pas des investisseurs et des gens riches parce que, comme je le disais, je viens d'une famille où ce type de personnalité, ça n'existe pas, tu vois. Donc, un peu compliqué. Et donc, en fait, j'ai commencé avec une stratégie, on y va, et puis on verra, je vais m'améliorer au fur et à mesure du temps. Et donc, au début, on est arrivé avec une valo stratosphérique, ils nous ont dit qu'est-ce que vous racontez, n'importe quoi, c'est pas votre valorisation, etc. On n'avait pas les bons arguments, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, et mine de rien, en parallèle, on a avancé en termes de technologie, etc. Et donc, j'ai appris en fait sur le tas. Et comment ça se passe? En moyenne, tu arrives devant... il y a des profils vraiment très différents. Tu arrives devant un groupe de, je sais pas, 30 personnes, tu pitches pendant 10 minutes et après, ils te posent des questions Ils pendant 10 sont minutes. 30. Ouais, en moyenne, ouais, ils sont entre 20 et 30, ouais. C'est énorme. Et C'est pas chacun mal, ouais. représente. Son perso, ce qui lui va investir en perso. Ah, c'est énorme. Ouais, et là, tu parles pendant 20 minutes, et après, ça peut être très long, ils font une due deal, ils reparlent pendant très longtemps, et ça peut durer des mois. Et à contrario, avec l'expérience, le temps qui passe, je suis devenu meilleur. Et genre, une fois, j'étais à un salon, je parle à un gars, et en 5 minutes, le gars, il fait « Ok, je vais investir 20 000 euros. » En 5 minutes, tu vois. Je te promets. Alors que, genre, avant, ça pouvait prendre des mois, tu vois. Et maintenant, quand je parle à quelqu'un qui est vraiment compétent dans notre secteur et qui comprend bien ce qu'on fait, etc., et maintenant j'ai les bons mots, je sais ce qu'il va entendre, et par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait, et genre, ça peut aller très vite, quoi. Et il y en a 2-3 comme ça qui m'ont dit « Ouais, je suis chaud. » Et aussi, j'ai fait des pitchs face à 300 personnes dans des concours de pitch, des trucs comme ça. Et je descends de scène, et je parle à un gars 5 minutes, il fait « en fait, c'est incroyable ce que vous faites, je vais investir 50 000 euros. » tu vois. Mais ça m'a pris du temps Bien sûr. d'en arriver là. Moi, c'est bien, t'as adopté une attitude, une approche ingénieure quand même, itérative. Exactement On ça. apprend par l'expérience en faisant et puis on verra. Comme un bûcheron, exactement. D'accord. Est-ce que tu as une dernière anecdote que tu aimerais raconter sur la levée de fonds avant de peut-être parler plus de ce que vous faites en ce moment exactement comme levée? D'autres anecdotes. Ou bien un conseil que tu donnerais genre, toi-même avant de commencer, quand tu as commencé à faire des levées de fonds, à parler avec ces investisseurs, avec ces profils de personnes que tu connaissais peu, si tu devais juste te donner un conseil sur fais ça plutôt comme ça, quel conseil tu te donnerais? J'ai une anecdote et j'ai un conseil.
Il y a un conseil que quelqu'un m'a dit, qui est le fondateur de Jimmy, qui font des SMR, donc Small Modular Reactor, qui est des petits réacteurs nucléaires, que je trouve exceptionnels. Il m'a dit, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y. Je trouve que c'est le meilleur conseil. Sur un malentendu, ça peut passer. Je trouve que ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse te donner parce qu'en fait, il a raison. En fait, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut se dire, vas-y, on verra bien ce qui se passe. Et surtout, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a toujours des investisseurs. Et donc, en fait, maintenant, j'y vais vraiment en mode, je dis ce que je pense. Et puis, si tu n'es pas d'accord, je m'en fous. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que les investisseurs sont beaucoup plus sympa depuis que je fais ça. Genre en disant vraiment ce que je pense et que je suis pas d'accord avec toi, etc. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont plus... en fait, on a l'impression que tu sais vraiment de quoi tu parles parce que tu as confiance en ce que tu dis. Alors qu'avant, j'étais plus en mode je veux être d'accord avec vous, etc. People pleasing, tu voulais presque t'adapter à ce qu'ils voulaient. Exactement, ouais. Alors que maintenant, je fais pas du tout ça et les gens sont plus convaincus, quoi. Ce qui est étonnant. Mais il y a un truc dans la Silicon Valley où tu as des vidéos où il y a des mecs qui vont voir des fonds d'investissement et sont super méchants avec eux. Et parce qu'ils sont super méchants, ils veulent investir. Et je trouve que c'est un peu vrai, pas dans les degrés dans lesquels les vidéos sont, mais c'est un peu vrai. C'était l'anecdote avec, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait FTX, là, qui était censé parler avec qui les jouait à investisseurs, LoL, qui jouait exactement, un jeu vidéo en parallèle. Ouais. Puis les mecs, oh c'est incroyable, il nous parle pendant qu'il joue à un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il doit être super confiant dans ce qu'il fait. Après, ils avaient des métriques quand même monstrueuses. Malgré des métriques affichées en tout cas. Voilà, c'est ça, exactement. Malgré l'histoire qu'on connaît, et d'ailleurs, il a pris 20 ans de prison là, il y a quelques jours. Donc, jouez pas au con. mais ouais. Et sinon, ouais, une autre anecdote qui est très importante, je pense. On a failli se faire scammer, se faire arnaquer des dizaines de fois par des investisseurs. Et donc, il faut faire très attention. Ils font quoi? Comment ils vous arnaquent? Alors, il y a un fonds auquel je pense, je préfère pas donner le nom, mais... Je pourrais me faire blacklister non plus. Surtout que c'est des gens qui ont potentiellement du pouvoir, donc il faut faire gaffe. Si vous hésitez, que vous posez la question, n'hésitez pas à le contacter directement, de toute façon, il y aura les... Franchement, avec grand plaisir, faites attention. Et surtout, règle numéro 1, vérifiez tout le temps où ils ont investi et si ça se passe bien leur investissement, parce que c'est ça peut être très très grave ce que les gens font derrière. Et donc on a rencontré un fonds qui semblait intéressant sur le papier, sur LinkedIn, et on échange avec eux. Ils font une première réunion pour savoir comment on est, etc. Ça se passe bien. Les personnes en face, c'était des crèmes, vraiment exceptionnelles. Donc ça, c'est pareil, il faut faire très attention à qui on a en face. On refait une réunion, ça se passe bien, etc. Ils disaient ok, on est prêt à investir 300 000 €, il n'y a pas de souci. Et on leur dit ok, pas de souci. Et on avait des coachs à ce moment-là qui me disent ouais, c'est bizarre, leur site il a l'air un peu bizarre, vous devriez vérifier, tu vois. Et c'est un truc que je fais tout le temps normalement et ça avait l'air assez legit, donc voilà. Je contacte les gens avec qui ils ont déjà travaillé et 100% des gens, ils étaient en procès où ils étaient dans des trucs où ils ont pris de l'argent avec eux. Et en fait, ces gens-là ont volé leur entreprise et leur ont mis un procès de 500 000 € sur le dos. Et donc, ces gens-là, ils avaient détruit leur vie, tu vois. Waouh. T'imagines ? 500 000 €, c'est pas, je te parle pas de 20-30 000 € ou... Mais ils ont volé leur boîte, comment c'est possible ? En fait, d'après ce que j'ai compris, ils ont une finesse juridique qui est extrêmement élevée et ils la maîtrisent de manière extrêmement importante. Et donc, ils sont capables de, par des leviers juridiques, t'éjecter de ta boîte et de la récupérer et derrière te faire un procès. J'avais entendu un truc comme ça sur une mec qui avait fait un post où il s'était fait éjecter sa propre boîte alors qu'il était majoritaire, mais qu'ils avaient réussi à faire un truc qui est pas légal, mais une fois que c'est fait, c'est acté et en gros, je sais pas exactement ce que c'était, mais un vote sans eux et pourtant, Ouais. En fait, tu as des clauses dans tes term sheets, notamment bad liver, où tu peux faire ça. Donc c'est des choses que tu peux faire. Ouais, mais là ils avaient fait des choses qu'ils étaient pas, qu'ils peuvent faire, mais en fait ils les abusent. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est fait, tu peux pas revenir en arrière. Il faut attaquer en justice pour récupérer. Et ça, ça prend 2-3 ans. Ils coulent la boîte, ils vendent tout. Et pendant ce temps-là, ils gagnent l'argent. Non, mais ça existe, mais c'est pas systématique. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, c'était leur spécialité. Là, c'était systématique.
Waouh, Dès qu'il travaillait avec quelqu'un, c'est ce qu'il faisait, tu vois. c'est fou. C'est horrible. C'est horrible parce que ça fait genre 10 ans que tu travailles sur ta boîte et tu te fais éjecter et tu pars avec 0 €, tu pars avec même moins d'argent que... Ouais, et puis ouais, ta réputation est finie aussi. Et ça détruit les gens. Enfin, genre, vaut mieux que vous leviez pas ou vous leviez beaucoup moins que vous fassiez ça, quoi. Enfin, ça va détruire votre vie, quoi. Donc, faut surtout pas faire ça. Faut faire très attention avec les gens avec qui on travaille. C'est le résumé. Actuellement, vous faites une levée de fonds. Tu m'as dit aussi qu'il y avait des particuliers qui pouvaient être intéressés. Donc ça se passe comment? Vous en êtes où? Si quelqu'un se disait, tiens, son profil a l'air sympa, j'aimerais soit travailler avec lui d'un point de vue recrutement, soit pourquoi pas mettre un peu d'argent si tu as de l'argent de côté qui se prime. Après, c'est toujours très risqué d'investir dans les startups. Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre de l'argent qu'on n'a pas. Il ne faut pas vouloir le récupérer tout de suite parce que le principe d'une startup, c'est que tu mets pour récupérer de l'argent plusieurs années plus tard, une fois que la solution marche et qu'elle est vendue et que tu peux avoir un retour sur investissement. Mais si quelqu'un était intéressé, vous en êtes où actuellement? Alors nous, notre objectif, c'est minimum faire x10 sur l'investissement que les gens veulent mettre. À force de rencontrer justement beaucoup d'investisseurs, j'ai réussi à en convaincre un certain nombre. Et on a réussi à convaincre un réseau de business angels qui s'appelle Aerospace Business Angel, qui est un réseau spécialisé dans l'aérospatial, parce qu'ils croient vraiment en ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment un crédit très important pour nous. Et on a réussi à convaincre Valeureux, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans la deep tech. Donc deep tech, c'est technologie profonde en français, qui veut dire technologie en gros qui demande pas mal de R&D avant d'être déployée sur le marché et qui vont révolutionner leur marché, ce qu'on cherche à faire aussi. Et à côté de ça, on a créé ce qu'on appelle un club deal. Donc c'est un endroit où effectivement n'importe quel particulier peut investir à partir de 1 000 € d'investissement. Et dans X années, vous allez faire x2, x3, x10. Et comme je le disais, notre ambition, c'est d'aller le plus loin possible. Donc potentiellement faire x1000 sur cet investissement. Et donc on cherche 250 000 € sur cette plateforme. D'accord. Vous avez déjà récolté une partie des fonds? Là, on est à peu près à 65 000. Je ne regarde pas tous les jours, mais donc ça avance. Et après, il y en a qui vont rajouter des tickets qui m'ont dit à l'oral, entre 10 et 50 000 € de tickets. Donc ça avance très très bien. Et on a jusqu'au 30 avril pour investir. Ok, jusqu'au 30 avril. Et vous mettez des... En fait, ça marche comment? Il y a des parts en fait, de l'entreprise? C'est ça. Ouais. En fait, quand tu mets 1 000 €, 1% de la boîte, ça represte 13 000 € à peu près. Et après, tu finis une règle Exactement, de 3 et tu sais exactement. après... L'ingénieur qui parle. Fameuse règle de 3. La fameuse règle de 3 qui marche, qui est toujours très utile. Bon, j'imagine qu'il y a tous les renseignements qui ça. sont exposés, les risques, et puis votre mission, votre vision et tout ce que vous faites sur le site. C'est ça. On a ce qu'on appelle un pitch deck. Donc, vous avez toutes les informations sur les contrats qu'on a signés, le volume d'affaires qu'on a signé, notre vision, notre technologie. Et il y a des vidéos de notre technologie, notre BP, donc ce qu'on se projette à X années, différents médias dans lesquels on est paru, comme je sais pas, BFM, enfin des grands médias, et des concurrents qui ont signé des contrats à plusieurs centaines de millions d'euros, qui prouvent que notre marché est quand même très très gros. Il y a du potentiel. Exactement. Okay. Bah, tu m'enverras le lien, parce que tout le lien sera en commentaire et en description, l'un des premiers liens qui sera en bas de la vidéo, si ça vous intéresse. Et sur ce, est-ce que tu avais une autre chose que tu voulais rajouter? Ouais, une chose que je voulais rajouter, c'est croyez en vos rêves. Si on a été capable de le faire, vous êtes tous capables de le faire. Donc lâchez rien et vous pouvez tous faire des choses exceptionnelles. Donc croyez en ce que vous faites. Et merci à toi Thomas de m'accueillir pour cet échange. Bah, merci, c'était une super histoire, beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation et c'était pas gagné d'avance, mais c'est cool de voir là où t'en es. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir permis de filmer dans ces superbes locaux. Et je mettrai aussi où nous sommes en description parce que en Bodmi, très bon produit. Si vous faites de la musique, achetez leur produit, il est incroyable. Ouais, je mettrai aussi le lien en description. Merci beaucoup. Merci à tous. Et si vous êtes sur YouTube maintenant, il y a un podcast qui s'affiche à l'écran, un podcast avec un autre invité exceptionnel. Dans tous les cas, un grand merci à vous, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.